Bien, mes chers collègues, bonjour à toutes et à tous. Soyez le bienvenu à l'occasion de cette séance du Conseil municipal, consacrée essentiellement, vous l'avez compris, au budget 2026, mais pas que. On remercie également la présence nombreuse dans le public, ici même au sein de la mairie, et puis également saluer celles et ceux qui, derrière leur écran, ont pris l'habitude de suivre ce conseil municipal. Vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre, soit en direct, soit en replay, et en tout cas, ça démontre l'intérêt que vous portez aux affaires de la commune. Pour ouvrir cette séance, je suis proposé à Hélène Castelot donc, de faire l'appel des conseillers, de vérifier le quorum. Alors, Legrand Jean-François. Berker Anne-Sophie. Bafkop Laurent. Présent. Legrand Margot. Présent. Knokar Léon. Présent. Vanout Cathy. Présent. Gombert Frédéric. Présent. Morel Régine. Présent. Delayen Sylvain. Présent. Stienne Manon. Présent. Langlard Charles. Présent. Bardel Marie-Laure. Présente. Speter Simon. Présent. Deledic Patricia. Présente. Saufré Pierre. Présent. Mignot Christine. Présent. Brioul Olivier. Présent. Questelot Hélène. Présente. Chandiou Maxime. Présent. Fogarty Laetitia. Présent. Dumais Stéphane. Présent. Mersdam Catherine. Présente. Le Sage Jean-Christophe. Présent. Boisdin Léa. Présente. Trottin Karine. Présente. Dubruc Christian. Pardon. Présent. Van Méris Nathalie. Présent. Tiberguin Alain. Présent. Declerc Sarah. Présent. C'est bon, il y a tout le monde. Merci Hélène, donc le quorum est atteint puisque nous sommes toutes et tous présents et je vous en remercie. Je propose de passer au procès verbal du conseil municipal du 2 mars dernier. On est s'il y a éventuellement des remarques qui sont à faire sur ce procès verbal ou si on peut l'adopter. Donc un procès verbal assez complet, où vous retrouvez toutes les données notamment. Oui, pardon. Oui, bonsoir Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs dans le public, également les Ouplinoises et les Ouplinois qui nous regardent chez eux via leur écran. À propos de l'approbation de ce procès verbal, et n'ayant pas siégé au Conseil du 2 mars, le groupe Oupline vers notre avenir va s'abstenir. C'est assez logique, il n'y a pas de sujet là-dessus, mais il est intéressant parce que vous avez quand même le détail du rapport d'orientation budgétaire et qui permet d'éclairer un peu la manière dont le budget primitif a été construit. Pas de souci non là-dessus. Donc quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Donc 24 qui s'abstiennent, 5 abstentions, je vous remercie. Alors, quelques informations au Conseil avant de débuter la partie délibérative. La première, c'est de vous informer des délégations des adjoints au maire et des conseillers délégués. Alors, j'ai fixé de cette manière-là, au premier adjoint Laurent Bafkop, la vie associative et la communication, ainsi que l'organisation des élections. Pour la deuxième adjointe Anne-Sophie Berker, la délégation culture, sport, santé, handicap, participation citoyenne et égalité femmes-hommes. Le troisième adjoint Léon Knokar, les solidarités et l'action sociale. Quatrième adjointe Margot Legrand, les transitions écologiques, le cadre de vie et le logement social. Cinquième adjoint Frédéric Gombert, la vie économique, le soutien au commerce local et l'attractivité. Sixième adjointe Cathy Vanout, l'enfance, la jeunesse et l'éducation, les politiques intergénérationnelles, notamment avec les seniors. Septième adjoint Sylvain Delayen, la sécurité, la prévention et tranquillité publique, les mobilités et la propreté urbaine. Et nous avions évoqué la possibilité effectivement d'y ajouter 2 conseillers délégués, donc un premier conseiller délégué à l'urbanisme et à la voirie en la personne de Charles Langlard. Et deuxième conseillère, cette fois-ci déléguée à la vie scolaire, Christine Mignot. Voilà pour les délégations adjoints conseillers délégués.
Deuxième information à l'ordre du jour, c'est une information concernant les franges industrielles, la friche industrielle à Coé-Colombier en ce qui nous concerne, mais plus largement les friches industrielles sur le secteur de l'Armentiérois et d'Oupline. Vous savez que c'est un secteur qui va de la place Chanzy à la rue Voltaire, qui s'étale sur 15 hectares à peu près, donc avec un projet de nouveaux quartiers à l'échelle de 15-20 ans. Bien évidemment, on ne va pas sortir, en ce qui nous concerne, 650 logements comme ça du jour au lendemain. Pour vous dire que nous entrons dans la commercialisation de ce qu'on appelle le loger. Alors le loger, il se trouve juste derrière le magasin Aldi, et là on comprend pourquoi on a été aussi exigeant avec Aldi pour que effectivement le nouveau magasin soit travaillé en fonction des attentes qualitatives que nous avions sur ce nouveau quartier. Et donc à l'arrière du magasin se trouve ce premier lot qui va être constitué de 4 plots, 4 immeubles que vous voyez là ici. Donc vous voyez les illustrations sur vos écrans. Le début des travaux est prévu pour la fin de l'année, pour une durée d'une année, si tout va bien, avec une livraison affichée pour fin 2028, voire début 2029, en fonction justement de ces aléas de chantier. Alors, il s'agit d'un premier lot qui comprend 73 logements, alors 36 logements en accession libre, 25 logements locatifs sociaux, 12 logements en PSLA, donc location-accession. Dans cette première partie de commercialisation, il y a toute une campagne de communication qui s'articule autour du promoteur, donc Créer Promotion, et du bailleur qui est Viologia, pour effectivement mettre en place un dispositif complet qui va s'appuyer à la fois sur les partenaires locaux, les réseaux bancaires, les agences immobilières en l'occurrence, s'appuyer sur des supports de communication dits traditionnels, la presse, les supports imprimés, tout ce qu'on peut imaginer comme support traditionnel, également les outils digitaux, sites internet dédiés, portails immobiliers, campagnes ciblées sur les moteurs de recherche et réseaux sociaux, également une distribution, alors cette fois-ci plus ciblée sur la commune, pour que ça bénéficie aussi et avant tout, je dirais, aux Oupinois, donc distribution de flyers auprès des commerçants, et puis aussi le souhait d'avoir ce qu'ils appellent une bulle de vente, c'est-à-dire un endroit dédié pour accueillir donc les personnes intéressées. Ça pourrait être un camion commercial, notamment, c'est ce qui nous a été proposé dans un premier temps. Il est précisé également que sur ces produits peut-être parfois un peu innovants, ou en tout cas sur la commune dont on n'a pas toujours l'habitude, notamment l'accession en VFA, un accompagnement individuel sera proposé aux futurs acquéreurs en VFA. Pour les non-initiés, c'est l'acquisition d'un bien sur plan, avant même qu'il soit construit, et c'est pas toujours évident de se projeter sur un plan, et donc il y a un accompagnement qui est prévu par le promoteur pour effectivement rassurer d'une part, mais montrer un peu la qualité des produits qui sont prévus. Dans ce premier lot, on a veillé effectivement à ce que les espaces paysagers soient à la fois nombreux, conséquents, surtout visibles, puisqu'il était initialement prévu que l'on puisse avoir des trouées vertes le plus largement possible, avoir des perspectives sur ce qui se passe derrière justement ces parcelles, et derrière on a la plaine de sport d'Armentières à ce niveau-là, et puis plus on va décaler, on aura les étangs d'Armentières, puis les bords de Lys, et donc il nous semblait indispensable que ces trouées bénéficient aussi également au quartier et pas seulement aux habitants, et donc on a veillé à ce que les projets qui masquaient de manière trop importante, trop imposante ces possibilités de trouées ou de perspectives ne soient pas retenus. D'où effectivement là ici ce projet qui vous est présenté ce soir. Également, pour participer à la qualité de ces îlots, on a beaucoup travaillé sur le stationnement pour éviter, on a encore besoin de véhicules sur la commune, on n'est pas au cœur de l'île, on n'a pas la chance d'avoir ni le métro, ni le tramway, et même pas le tramway en devenir, puisqu'il n'y arrivera pas malheureusement à Oupline, mais on a des atouts, on a la gare d'Armentières qui est pas si loin,
Néanmoins, la voiture est encore un élément important sur notre commune, mais on a veillé à ce qu'elle soit le plus invisible possible, et il a été travaillé donc au cœur de ces bâtiments du stationnement semi-enterré, donc quasi invisible en tout cas, pour les piétons, et on n'aura pas des voitures de manière impactante en tout cas sur ce site des franges industrielles qui a une vocation à devenir aussi des espaces de nature importants. Voilà ce que je souhaitais vous dire concernant ce lancement. Vous avez la primeur puisque la commercialisation devrait commencer dans ces prochains jours. Il est prévu à partir de mi-avril, je pense, de pouvoir démarrer au plus tard. Un peu plus tard. D'accord, bon, écoutez, dans le courant du mois d'avril, en tout cas, on sera vigilant sur les supports qui nous seront proposés. Et puis, n'hésitez pas à en parler autour de vous, si vous avez des connaissances, des gens qui recherchent à se loger ou à se reloger sur parfois des logements plus adaptés. Ils trouveront peut-être leur bonheur au sein de cette friche textile qui va devenir ce qu'on appelle un quartier nature, une ville nature. Voilà, chers collègues, sur ce premier point d'information. Pas de remarques, pas de sujet. Oui. Alors, c'est 1, des brouettes. Je ne l'ai plus exactement en tête. Logiquement, la loi nous impose un stationnement pour un logement, mais nous avons fortement insisté auprès d'abord des services métropolitains, qui ont la compétence habitat, et puis aussi des promoteurs, pour qu'ils soient plus généreux en stationnement, parce qu'on sait très bien que sur nos communes, encore une fois, on a plus fréquemment de véhicules qu'un seul, voire parfois plus encore sur les différentes habitations. Enfin, on voit bien les difficultés de stationnement qu'on peut avoir sur la commune, donc c'est un sujet qui est regardé toujours de manière très, très prégnante. D'ailleurs, le sujet du stationnement avait été étudié sur la rue Roger Salengro, où j'avais refusé clairement des garages sur la rue Louise de Béquigny au profit de carports, parce qu'au moins sous les carports, on y met sa voiture. Que dans le garage, on finit par y mettre, et c'est normal, les maisons ne sont pas très grandes, on finit par y mettre sa machine à laver, on finit par y mettre effectivement ce qu'on ne peut pas caser ailleurs, et la voiture se retrouve en dehors de la parcelle, et on se retrouve avec 2 voire 3 voitures, parfois sur le domaine public, qui n'est pas en capacité d'absorber. Donc le stationnement, c'est vraiment un sujet qui est travaillé très en amont de chaque projet immobilier. Bien, je propose de continuer donc avec d'autres informations, notamment l'ouverture des créneaux d'accès libre aux cours de tennis, donc une opération que nous avions déjà menée l'année dernière, et je laisse Anne-Sophie Berker donc le soin de vous donner les modalités de ces ouvertures. Merci, Monsieur le maire. En effet, l'année dernière, nous avons travaillé avec le club de tennis Ouplinois, le président, le conseil d'administration, mais aussi les bénévoles du club, afin de permettre aux Ouplinois de pouvoir bénéficier des terrains de tennis extérieurs. L'objectif, c'est de pouvoir pratiquer sur des créneaux le samedi ou le mercredi le tennis, sans forcément avoir une licence ou une adhésion dans le club, grâce à un portage de cartes qui est réalisé par la ville. Donc c'est très simple, on passe un petit coup de fil en mairie, on vient chercher une carte qu'on met à disposition contre une pièce d'identité, et on a un créneau d'1h15 ou 1h30. Alors ça peut se faire avec ses enfants, ça se peut entre frères et sœurs, entre amis, entre voisins, et c'est gratuit, et c'est pour promouvoir l'accès libre aux équipements sportifs et la pratique du sport en tant qu'un élément de prévention santé. Donc merci au club qui a travaillé sur le projet avec nous l'an dernier, et puis merci à lui de reconduire ce projet. Donc voilà, n'hésitez pas, il faut juste contacter l'accueil et puis venir échanger la carte d'ouverture contre une carte d'identité. Je vous laisse la parole, puisque oui. Notre sujet, c'est... Exactement. Oui, alors pour continuer sur la prévention santé, on travaille à un dépistage bucco-dentaire gratuit organisé le mercredi 8 avril et sur inscription, donc à l'accueil 03 20 10 36 00. Donc à partir de 9h, donc le matin, c'est sur le parking devant le numéro 35 rue Jacques Brel, et l'après-midi à 13h30, le camion de dépistage se trouvera rue du Chevalier de la Barre. Donc gratuit pour les enfants, les parents, c'est pour les seniors. Ça permet d'avoir un bilan et une orientation vers un médecin, enfin un dentiste conventionné pour des soins si c'est nécessaire, mais aussi des conseils et des informations. Et c'est en partenariat du coup avec la Pesal, et c'est totalement gratuit et pour la collectivité et pour les habitants.
Ensuite, on a un deuxième partenariat avec la Caisse primaire d'assurance maladie cette fois-ci, avec la mise en place à Houpline d'un escape game qui s'appelle Sauver Amélie Delat et qui s'adresse en fait aux jeunes entre 15 et 25 ans. C'est notamment pour parler de la création de sa carte vitale, mais aussi des dérives qu'il peut y avoir dans des soirées. Alors c'est un escape game collaboratif, donc les jeunes, c'est par groupe de 6, les jeunes qui s'inscrivent vont devoir passer des étapes, et à chaque étape, ils vont apprendre des choses sur les maladies sexuellement transmissibles, sur comment je fais ma carte vitale, sur si je perds mes papiers à qui je m'adresse, qu'est-ce que je fais quand je suis dans une soirée, enfin voilà, c'est vraiment très ludique, participatif et collaboratif. Il faut sortir de là ensemble Amélie, qui s'est perdue et qui a perdu tous ses papiers. Et donc ça, c'est le 21 avril, pendant les vacances scolaires. Et c'est sur inscription à l'accueil. Et on accueille des groupes l'après-midi et des groupes le matin. Donc il y a des inscrits. Autre information sur l'égalité femmes-hommes. Alors, dans le cadre de la délégation égalité femmes-hommes, on travaille avec l'association Femmes Solidaires. Et cette année, on a choisi de travailler sur le matrimoine. On va avoir une exposition qui va être installée au centre culturel du 28 au 13 avril. Il va y avoir des accueils d'établissements scolaires sur inscription et aussi des visites libres pour le grand public. L'idée de l'exposition, ça permet en fait de sensibiliser les gens à la place des femmes dans l'histoire et dans notre société. Donc c'est un partenariat qu'on renouvelle chaque année sur différents types d'expositions. L'objectif, c'est de sensibiliser dès le plus jeune âge les enfants des écoles. Donc les établissements s'inscrivent et les bénévoles de l'association Femmes Solidaires les accueillent pour leur faire la visite guidée. Voilà, et vous êtes tous aussi autorisés à aller pendant les heures d'ouverture du centre culturel pour jeter un œil à l'exposition matrimoine. Cathy. Alors juste quelques mots pour vous parler du marché aux fleurs qu'on fait déjà depuis quelques années maintenant, donc le 8 mai. Donc ça sera de 9h à 17h sur la place de la République. Donc on a nos 4 fleuristes fidèles, j'ai envie de dire entre guillemets, Belleval, Stienne, Lambin et Marina Flore. Donc cette journée va se dérouler à partir de 10h. Donc il y aura le défilé avec l'orchestre d'harmonie, les associations, les véhicules militaires qui iront jusqu'au cimetière. Ensuite, les véhicules militaires vont rester sur la place de la République de 11h à 17h. On aura également la présence de la buvette Joy de 9h à 17h également. On aura un food truck qui sera là au midi. Donc c'est la pâte à mobile. Après, on aura une animation, donc baptême de poney de 11h30 à 15h avec le hara des lilas. Et on aura également la possibilité, comme tous les ans, de s'inscrire au concours des maisons fleuries de 10h à midi et de 14h à 16h. Et il y aura également une distribution de compost qui est faite par les ouvriers de la ville pour ceux qui le désirent. Voilà. Si. Je reprends la parole pour terminer avec le samedi 30 mai, la fête mondiale du jeu. La ludothèque avec des jeux gonflables, des jeux anciens, mais aussi plein de jeux de société, un petit espace extérieur ouvert avec de quoi amuser les plus petits. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à se rendre à la fête mondiale du jeu à la ludothèque. Et dernière chose, on a fait un partenariat avec l'association Cœur en Marche, qui est une association sportive, et qui nous a proposé de travailler et de mettre en place à Houpline le parcours du cœur Jean-Yves Kettlers. Donc c'est une journée pédagogique qui s'adresse aux enfants des établissements scolaires, donc élémentaires et collèges. Donc c'est sur inscription pour les enseignants. Donc ils ont tous eu un message avec le descriptif de la journée. Ce sont des ateliers de prévention autour du massage cardiaque. C'est des rencontres avec des pompiers. C'est vraiment très ludique et c'est ouvert au public à partir de 16h30. Donc si vous voulez faire un petit tour dans les stands de prévention et rencontrer nos amis de Cœur en Marche. Et à partir de 17h30, il y a 2 marches, une de 4 km, une de 6 km, qui se terminera par une petite collation, tous réunis au départ. Et tout ça, ça se passe à la salle Amandine Henry. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook pour retrouver toutes ces informations. Merci, monsieur le maire. Merci à vous deux, donc à mois d'avril et mai, déjà bien chargés, oui. Alors moi j'ai 2 petites questions concernant ton dernier événement, la marche, c'est à quelle date? Et le même jour, le 30 mai.
Et ma deuxième question, c'est au niveau du cours de tennis. C'est déjà en cours ou c'est à partir d'une certaine date? Alors, on est en train de voir avec le club qui a racheté une série de cartes pour l'ouverture des terrains. Donc, à partir de la mi-avril, c'est possible. On peut réserver à partir de mi-avril. La mairie aura réceptionné les cartes d'ouverture. Et sur le parcours du cœur, on est sur la même date. Toute la journée, c'est des accès aux établissements scolaires. Et le vendredi 29. Et à partir de 16h30, les stands sont ouverts au grand public. Et à 17h30, c'est l'échauffement. 18h, c'est la marche. Voilà. Merci, Monsieur le maire. À nouveau, je vais intervenir. Merci pour la présentation de cette liste d'événements assez exhaustive, je dois le reconnaître, Madame Berker, Madame Vanout. Voilà, je souhaitais intervenir du coup dès le début de ce conseil et avant la présentation donc, des différentes délibérations qui sont fixées à l'ordre du jour pour vous demander plusieurs choses pour que vous puissiez nous apporter justement ces précisions. À l'instant, vous communiquez un agenda des événements et je vais en reprendre un qui n'est peut-être pas organisé par la ville, mais en tout cas, la ville y porte son logo. C'est le 30 mars dernier, la mairie envoyait au président d'association un mail avec une affiche en lien avec une manifestation organisée par l'association Entre Terre et Mer, prévue les week-ends du 18 et du 19 avril. Notre équipe n'a pas forcément reçu cette invitation. À nouveau, donc, Monsieur le maire, comme nous l'avions déjà demandé le 29 mars, nous souhaiterions être informés de façon plus factuelle des manifestations organisées donc, et par la commune et par les associations, parce que c'est vrai que la lecture est un peu compliquée pour nous sur le tableau et pour avoir l'occasion de tout noter. Je précise aussi que lors du conseil du 22 mars dernier, vous aviez fait lecture de 25 points concernant les délégations signatures qui vous étaient attribuées. Nous avions aussi demandé du coup la transmission de ce document et ne l'avons pas reçu à cette heure, donc on en profite pour réitérer cette demande aujourd'hui. Et la dernière chose, à nouveau, moi j'ai ma petite liste. Je poursuis donc en citant le Code général des collectivités territoriales qui fixe à 6 mois le vote du règlement intérieur des conseils municipaux. Et dans l'attente de celui-ci que nous ne tarderons pas à voter, est-il possible que vous puissiez nous transmettre celui en vigueur à cette heure? Je vous remercie. Alors ça va être simple, c'est oui, 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 sur les questions demandées, d'abord parce qu'elles sont légitimes, effectivement, on va veiller à ce que vous ayez l'ensemble des invitations. Alors je précise que les associations précisent parfois sur les envois d'invitations à qui elles sont adressées. Quand l'invitation est adressée au conseil municipal, il n'y a pas de sujet, c'est envoyé à l'ensemble du conseil municipal. Quand l'invitation est adressée directement aux maires et aux adjoints, ce qui peut arriver sur certaines associations, assemblées générales, etc., on l'envoie aux maires et aux adjoints. Et quand l'association décide de l'envoyer qu'aux maires, ce qui arrive aussi très rarement, je vous rassure, forcément je m'y rends seul. Mais en fonction effectivement de l'élimination de ces invitations, elles parviendront sans aucun problème. Après, il y avait des coups partis d'avant-conseil. C'est possible aussi, notamment sur Terre et Mer, qui sont toujours très promptes à envoyer leurs invitations très, très en amont. Ça, c'est pour la première question. La deuxième, sur effectivement les délégations, on va vous les donner, c'est les délégations classiques qu'on trouve effectivement dans l'ensemble des communes. On va les faire parvenir rapidement. Et sur la troisième, concernant le règlement intérieur, c'est un règlement que l'on va partager. C'est-à-dire qu'on ne va pas vous l'imposer au mois de juin, il sera prévu d'être voté au mois de juin. On a 6 mois pour le préparer et on va utiliser les 2-3 mois qu'on a devant nous pour échanger. Donc vous allez recevoir d'abord une première mouture de ce règlement intérieur, à laquelle vous pourrez bien évidemment apporter des amendements ou non. Il sera peut-être parfait et il vous conviendra peut-être tel quel. Et ensuite, on aura bien évidemment à l'approuver à l'occasion du conseil municipal, mais il y aura ce principe de navette en tout cas et d'aller-retour sur ce document, qui est un document important parce qu'il instaure, alors même s'il est très cadré, on ne va pas sortir beaucoup du cadre de ces règlements intérieurs de conseils municipaux, mais il instaure la manière dont on va se réunir et dont on va, pendant ces 6, voire ces 7 prochaines années, travailler ensemble. Merci. Je vous en prie.
S'il n'y a plus de questions, je propose de passer au vote du compte de gestion 2025. Alors c'est un moment important dans la comptabilité communale que ce compte de gestion, parce qu'il acte en fait le budget primitif, qui était un budget de prévision. Le compte de gestion vient acter les dépenses et recettes qui ont réellement été faites durant l'année 2025, ici en l'occurrence. Alors, contrairement au compte administratif, c'est bien le comptable public qui élabore ce compte de gestion. Il vaut mieux qu'il soit en tout point et au centime près conforme au compte administratif, sinon on aurait quelques soucis, mais en tout cas il restitue donc à l'ordonnateur, c'est-à-dire au maire, ce compte pour être approuvé au sein du conseil municipal. Il faut retenir aussi, puisqu'on est en début de mandat, on accueille quand même beaucoup de nouveaux élus, que ce compte de gestion, il est toujours voté avant le compte administratif. C'est un principe, effectivement, que d'adopter ce compte de gestion en préambule du compte administratif. Alors, je ne vais pas faire le détail de ce compte de gestion, on va pouvoir y revenir à l'occasion du compte administratif juste après, ça va être sinon très redondant. Simplement vous dire que ce compte de gestion présente un excédent de 1 349 632,63 € pour l'année 2025 et qu'il s'établit ainsi par un excédent de fonctionnement de 789 425,70 € et d'un excédent en investissement de 560 206,93 €. Je précise qui est inclus le compte 1068, qui est un compte effectivement de section d'excédent de fonctionnement capitalisé, puisque vous avez certainement remarqué que l'investissement était plutôt déficitaire de 27 541,08 €. Là, c'est pour être parfaitement transparent sur ce compte de gestion. Y a-t-il des questions? Pas de questions là-dessus. Je propose de passer au vote. Quelles sont celles qui sont favorables donc, à ce compte de gestion? Unanimité, je vous remercie. Nous passons donc au vote du compte administratif 2025. Donc je vous propose déjà de prendre le document dans sa deuxième page, où vous avez une vue d'ensemble donc de ce compte administratif. Alors c'est un compte administratif qui s'établit comme suit, avec un excédent, je viens de le dire, en fonctionnement de 789 425,70 € et un déficit d'investissement donc de 27 541,08 €. Et je précise, je viens de le dire également, que ce déficit d'investissement est largement couvert par le 1068, donc le virement de section, et s'affiche dans le CA avec un solde positif de 560 206,93 €, ce qui nous fait un résultat total du budget 2025 d'1 349 632,63 €. Pour être précis et complet, il convient d'additionner d'ailleurs ou de soustraire ce qu'on appelle les rares, les restes à réaliser, donc à la fois en dépenses ou en recettes. Là, en l'occurrence, dans ce budget 2025, il n'y a pas de reste à réaliser en recettes et simplement en dépenses, donc de 14 069. Donc il convient de soustraire en section d'investissement ces restes à réaliser de 2025, ce qui nous donne donc un résultat cumulé de 1 335 563,44, dont 789 425,70, ça n'a pas changé en fonctionnement bien évidemment, et 546 137,74 € en investissement. Alors ce compte administratif, vous l'avez compris, était le dernier du mandat précédent, et donc il a été, en tout cas le budget primitif avait été construit avec l'idée de pouvoir laisser des marges de manœuvre sur le mandat qui allait suivre, donc ce fameux mandat 2026-2032, jusqu'à preuve du contraire pour le moment. Nous avions présenté donc ce CA à l'occasion du rapport d'orientation budgétaire, donc nous l'avions fait de manière assez détaillée. Alors là ici je vais vous en faire un petit résumé et je suis bien évidemment à votre disposition ensuite pour le détailler davantage si nécessaire, mais encore une fois le procès verbal du conseil précédent extrêmement en tout cas complet sur le sujet. C'est donc un budget qui présente des dépenses de fonctionnement en baisse de 4,35%, avec une épargne nette positive qui augmente, mais qui reste toutefois encore fragile. Ça, il faut vraiment l'avoir en tête, c'est notre capacité d'autofinancement.
Pourquoi fragile? Parce qu'on a dû faire face en 2025 à un pic du remboursement du capital de la dette, qui était aux alentours de 535 000 euros dans ces eaux-là, à savoir, et vous verrez que sur le budget primitif de 2026, on a une baisse de plus de 100 000 euros là ici sur effectivement ce remboursement du capital de la dette. Donc le pic était attendu pour 2025 et néanmoins il nous fallait dégager des marges de manœuvre pour ce nouveau mandat qui arrive, c'est le travail que nous avons effectué. En ce qui concerne les recettes de ce compte administratif, elles sont en baisse de près de 5% en comparaison des recettes de 2024. Ce qu'il faut quand même expliquer, c'est qu'en 2024, ces recettes, en tout cas de ce budget de fonctionnement, avaient été boostées par la vente d'une cellule au magasin Aldi. C'est-à-dire que nous étions propriétaires d'une des cellules juste à gauche du magasin Aldi et que le magasin en avait besoin pour déconstruire et reconstruire son nouveau magasin. C'est quand même une recette de 250 000 euros et donc qui ont faussé un peu les recettes forcément par rapport aux recettes habituelles que l'on peut faire. Voilà, il est important quand même d'avoir cet élément-là qui a boosté forcément les recettes de 2024. Sur les recettes d'investissement, alors vous le savez, ils sont constitués à la fois des subventions d'investissement perçues, donc c'est quand même 226 340 euros là, sur cette année 25, du FCTVA du compte 1068, qui sont les excédents de fonctionnement qu'on vire de la section à hauteur de 860 471,69 euros, et puis ce qu'on appelle des opérations d'ordre, qui sont des opérations comptables, mais qui en amortissement, notamment en amortissement d'investissement, sont des recettes potentielles, ainsi que des travaux en régie pour près de 94 000 euros. Sur les dépenses d'investissement pour 2025, elles s'établissent, vous l'avez vu, à hauteur de 620 595,06. Alors je précise qu'on n'a pas fait 620 000 euros d'investissement, on aurait aimé pouvoir les faire, d'investissement pur, non. On y retrouve donc le capital de la dette dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, on a le chiffre, 531 193 euros, et puis des investissements qu'on a voulu extrêmement raisonnables, justement pour ne pas plomber ne pas plomber le déficit d'investissement, donc à 78 346 euros, c'était vraiment le strict nécessaire pour l'année 2025. Donc on a renouvelé du matériel à la cuisine centrale, l'installation de la fibre à l'école Jean-Jacob, l'extension des alarmes à l'école du Bourg, des matériels informatiques dans les écoles, services municipaux, travaux d'entretien des équipements de chauffage, éclairage public, mobilier de bureau, d'outillage et installation d'une borne foraine au stade, jeux, parc, Polaris. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les dépenses d'investissement, on a les coûts partis. C'est-à-dire que nous avons des marchés d'éclairage public, des marchés de chauffage, et chaque année, nous avons des sommes qui sont prévues au marché et qui impactent forcément la section d'investissement en éclairage public et en chauffage notamment. Voilà, j'ai essayé d'être très synthétique, mais encore une fois, on y avait passé pas mal de temps sur le conseil précédent, pour laisser du temps aussi après au budget primitif 2026 qui nous intéresse davantage, j'imagine, sur ce nouveau mandat. Je suis à votre écoute, si vous avez des remarques particulières. Pas de questions? Donc j'ai été très clair. Très bien, écoutez, je vous remercie. On passe au vote. Quels sont celles et ceux qui sont... Je dois me retirer, pardon. J'étais parti là, sur ma lancée. Je laisse donc la présidence à M. Bafkop, premier adjoint. Ça aussi, je suis juste à côté, mais c'est comme ça. Bien, donc nous allons procéder au vote, donc, qui est favorable à l'approbation du compte administratif 2025. Écoutez, l'unanimité, donc je vous remercie. On peut rappeler Monsieur le maire. Bien, donc Monsieur le maire, le compte administratif 2025 a été voté à l'unanimité. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Passons donc à l'affectation des résultats 2025 sur le futur BP 2026.
Alors, vous avez affectation des résultats, vous connaissez le principe, hein, on reprend le résultat de l'exercice précédent pour l'inclure dans le budget primitif à venir. Donc, sur la section de fonctionnement, on vient de le voir, nous avons un résultat repris d'1 308 935,27. On propose donc d'affecter de la façon suivante, hein, à l'article 002, l'excédent de fonctionnement reporté, la somme de 544 075 euros et 17 centimes, et à reporter en 2026 à l'article 1068, excédent de fonctionnement capitalisé, la somme de 764 860 euros 10. Même exercice sur la section d'investissement. Donc là également, vous connaissez, on vient d'en parler, le résultat donc, de cette section d'investissement, et donc un besoin total de financement de 183 022,14. Hein, vous avez le détail, les dépenses d'investissement, les recettes d'investissement, le résultat donc de moins 27 000 que l'on vient d'évoquer, l'excédent de fonctionnement capitalisé à 587 748, les restes à réaliser qu'on a évoqués aussi qui viennent en soustraction, le résultat d'investissement reporté de l'année N-1, et c'est pour ça qu'effectivement on a souhaité mettre un sacré coup de frein en 25 pour permettre là, de réduire le déficit de la section d'investissement, avec donc un besoin total de financement de 183 022,14 euros, qu'on propose de reporter à l'article 001, déficit d'investissement reporté, cette même somme. Y a-t-il des remarques ? Pas de remarques, passe au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc, à cette délibération ? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au vote des taux d'imposition, donc pour, en tout cas, proposition de vote du taux d'imposition pour 2026. Donc ce budget 26 a été préparé sans hausse de la fiscalité locale. Donc on propose donc le maintien de ces taxes en l'occurrence, donc de la taxe foncière propriété bâtie à 44,93. Alors on y retrouve l'ancien, ce qu'on appelle l'ancien taux de la part communale qui est à 24,28, plus l'ancien taux de la part départementale qui est à 20,65%. Et aujourd'hui, ces deux taux sont confondus. La taxe foncière sur les propriétés non bâties à 53,96 et la taxe d'habitation à 25,96 €. Alors pourquoi une taxe d'habitation alors qu'elle a été supprimée? C'est parce qu'elle est toujours applicable sur les résidences secondaires. Et on a quelques résidences secondaires à Houpline. Donc il est nécessaire en tout cas de voter cette taxe d'habitation. Y a-t-il des remarques sur cette délibération? Pas de remarques? On passe au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Unanimité, je vous remercie. Nous passons au vote du budget primitif 2026. Alors c'est un budget qui s'équilibre à hauteur de 7 832 932,24 €, et donc on retrouve en équilibre en section de fonctionnement la somme de 6 930 264,55, et on retrouve en équilibre en recettes et dépenses d'investissement la somme de 901 667,69. On retrouve donc ces éléments sur la page 10 de votre budget, notamment, où vous avez la vue d'ensemble du budget primitif 2026. Ce que je vous propose, c'est de commencer par les recettes de fonctionnement. Alors, si vous voulez suivre, c'est à la page 17. Vos pages sont numérotées, plus ou moins en bas de page. Il s'agit de la page 17 pour les recettes de fonctionnement, où vous avez le détail justement de ces recettes, donc je le répète, à 6 930 000. Elles sont constituées par d'abord ce qu'on appelle le chapitre 70, les produits des services du domaine, 476 044,38 €. On y retrouve la participation donc, des services aux services périscolaires, on retrouve les repas à domicile, on y retrouve les concessions de cimetières, les redevances d'occupation du domaine public, 17 000 € quand même, le remboursement du CCS dans le cadre de la mutualisation d'agents et de moyens à 31 570.
cette mutualisation d'agents, hein, quand on a une petite collectivité comme la nôtre, alors qui, dans la Creuse ou dans le Berry, serait chef-lieu de canton à 8000 habitants, mais qui dans la métropole est une petite commune. On mutualise beaucoup, et notamment on mutualise le CCAS, hein, qui est un établissement indépendant avec son propre budget, mais nous avons des agents qui travaillent à la fois pour la ville et pour le CCAS, et donc il y a une forme de redevance dans le cadre de cette mutualisation du CCAS vers la ville. On retrouve le chapitre 73, ce qu'on appelle les impôts et taxes, donc à hauteur de 529 689 euros. Alors là-dedans, on retrouve les dotations métropolitaines, c'est-à-dire l'attribution de compensation qui a été calculée en 2001 sur feu la taxe professionnelle, 257 577 euros. La dotation de solidarité communautaire, qui est une forme de péréquation à 127 817 euros, d'un fonds de péréquation à 143 840 euros, et puis de ce qu'on appelle le FNGIR à 455 euros. Alors c'est tellement anecdotique que je ne pouvais pas m'en passer que de le signaler, hein. Il s'agit d'un mécanisme d'équilibrage de recettes pour que la commune ne soit pas perdante. On est très heureux d'avoir ces 455 euros en impôts et taxes. Plus impactant en tout cas et plus directement pour les Oupinois, c'est le chapitre 731, ce qu'on appelle la fiscalité locale, 3 760 301 euros, en tout cas c'est l'estimation que l'on en fait, avec les impôts directs locaux à 3 433 131, ce qu'on appelle les droits de mutation aussi, quand il y a une vente sur la commune, on parle toujours des frais de notaire. Alors, les notaires affichent de plus en plus en disant on ne perçoit pas l'intégralité des frais de notaire, il y a une part au département, il y a une part à la commune, et il y a une part forcément au notaire, mais j'ai toujours l'impression que c'est le notaire qui encaisse ses frais, et il y a un partage aussi sur la commune. On a, de manière assez prudente, en tout cas, des droits de mutation à hauteur de 200 000 euros. Et puis, ce qu'on appelait par le passé la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, qui s'appelle aujourd'hui l'accise sur l'électricité, à 110 000 euros. Là encore, c'est extrêmement stable depuis des années, hein. On a effectivement cette fiscalité sur la consommation finale d'électricité qui chaque année est redondante, en tout cas dans sa part. Ensuite, chapitre 74, donc dotation et participation, à hauteur de 1 561 540 euros. On retrouve la dotation globale forfaitaire des communes. Alors cette dotation, je pense que toutes et tous vous le savez, hein, on ne l'évoque pas comme ça au niveau de l'État, mais on peut parler d'un gel de cette DGF, hein, qui est gelée à hauteur de ce qu'on a perçu l'année dernière, ou à peu près à 743 046 euros. La dotation de solidarité rurale à 380 000 euros, c'est une dotation qui nous est quand même favorable depuis de nombreuses années, et on a, chaque fois qu'on reçoit des notifications, alors je ne dis pas que ce sera le cas en tout cas cette année, mais on a une DSR qui est plutôt dynamique pour la commune. Il n'y a pas si longtemps, on percevait de mémoire 94 000 euros. Vous voyez, là on est à 380 000 euros. Donc il faut aussi reconnaître les efforts de cette DSR, en tout cas au bénéfice de la commune. Vous avez également ce qu'on appelle la DNP, la dotation nationale de péréquation, qui est un mécanisme de péréquation, hein. On prend aux riches pour donner aux pauvres. C'est un peu ce que j'appelle la dotation Robin des Bois à 192 384 euros. Les participations du département à près de 20 000 euros. Cette participation du département, si, c'est Robin des Bois, c'est pas ça qu'il faisait Robin des Bois. C'est j'ai pas compris. Je dis on prend aux riches pour donner aux pauvres, tout est relatif là-dessus. Hein. On reste une commune quand même qui est bien au-dessus des communes environnantes de l'agglomération lilloise, quoi. Bordu, Marc-en-Barœul, si je ne veux pas les citer, Lambersart, etc. quoi. Oui, c'est bien ce qu'on dit. Alors, on aimerait que ça fonctionne mieux, hein, effectivement, et qu'on soit autrement plus bénéficiaire que ces 192 000. Mais les communes de Marc, de Mouveau, sont contributeurs. C'est-à-dire qu'eux, ils ne perçoivent pas, mais ils payent. Ils payent cette dotation nationale, et donc on a bien un effet, effectivement, de pseudo-équilibrage, mais enfin, on le sait bien, les communes riches seront toujours riches et les communes pauvres, malheureusement, ont du mal à s'enrichir à côté, parce qu'il y a une espèce de cercle. J'en parlerai tout à l'heure, mais les dotations quand même sont très stables
Oui. Ce qui veut dire, bon, en baisse, quoi, si on tient compte de l'inflation. Donc, bon, donc c'est, comme je dis, tout est relatif quand même, hein, dans le sens, on donne, enfin, on prend aux riches pour donner aux pauvres. Bon, Oui, après on peut jouer sur la sémantique, hein. Mais je suis pas, enfin, je vous rassure, hein, cher Alain, je ne suis pas non plus d'un optimisme béat, hein. Voilà, c'est simplement pour expliquer le mécanisme. Après, oui, forcément, on aimerait que ça fonctionne de manière un peu plus marquée, hein. Mais il faut reconnaître que ces péréquations, voilà, sans elles, on serait en... l'écart devrait se compenser. Et on a quand même l'impression que c'est plutôt l'inverse qui se passe, quoi. C'est un fait, et c'est comme la fameuse attribution de compensation, hein, c'est un éternel débat, hein, qui a été figé en 2001 de mémoire, sur la taxe professionnelle que la commune percevait. On a développé un parc d'activités, et cette taxe, effectivement, d'attribution de compensation, elle ne bouge pas. Parce qu'il faut qu'il y ait la majorité, enfin plus que la majorité d'ailleurs, les 2/3 de la métropole qui adhèrent à un partage plus équitable. Et ça veut dire que les communes qui sont bénéficiaires, alors je ne vais pas me fâcher avec un certain nombre de communes, on a le conseil métropolitain vendredi, mais vous avez des communes qui sont extrêmement solides grâce à cette attribution de compensation, parce qu'en 2001, il y avait une activité économique importante. Peu importe l'évolution de cette activité économique, aujourd'hui c'est figé. Et c'est là-dessus qu'on doit continuer à travailler avec nos voisins métropolitains, parce que là, il y a un vrai équilibre à retrouver, puisque aujourd'hui, la compétence économique est quand même dévolue à la métropole. Et donc on devrait peut-être pouvoir travailler sur un retour à l'habitant, et pas forcément sur une carte postale figée de 2001 qui a plus beaucoup de sens aujourd'hui. Donc il y a des pistes de travail, mais il faut convaincre. J'en étais où? Ah oui, le département, quasiment 20 000 euros, c'est effectivement la participation du département à la location de la salle des sports Gérard Dufour, qui est une salle communale et qui est utilisée par le collège. Donc on a donc cette participation qui est calculée en fonction du nombre d'heures que le collège utilise la salle Gérard Dufour. Et puis une compensation d'exonération de la taxe foncière, donc de 69 000 euros. Et puis enfin, on trouve le chapitre 75, autres produits de gestion courante, 56 425 euros. Donc c'est les loyers des immeubles que nous avons. Nous avons un bail amphithéotique aussi avec la FEJ. Et puis le distributeur automatique de billets, hein, où on se souvient que ça avait fait débat à l'époque en nous prédisant une catastrophe économique. Un distributeur automatique de billets qui nous ramène 20 000 euros chaque année. C'est pas neutre. Alors voilà pour ce qui est de la prévision des recettes de fonctionnement. Sur la prévision des dépenses, elles sont forcément en équilibre, hein, on l'impose. Les charges à caractère général ont été calculées à hauteur de 2 200 000... Alors c'est la page 16, pardon, la page précédente. C'est pour éviter que ce soit trop ennuyeux, vous voyez, qu'on déroule dans l'ordre des pages, comme ça, voilà. On revisite le budget. Les dépenses de fonctionnement, donc 6 930 264,55 €, avec des charges chapitre 011, charges à caractère général de 2 289 491,29 €. On y retrouve là-dedans ce qu'on appelle les achats de prestations de services, la restauration scolaire, les classes de neige, le transport, l'eau, le chauffage, l'électricité, le carburant, là ici également, hein, avec ce qui nous attend notamment sur ces dépenses à venir, on est un peu inquiet. On trouve également les frais d'assurance. On n'y pense pas souvent à ces frais d'assurance, mais elles impactent de manière assez conséquente désormais les collectivités territoriales. Il n'y a pas si longtemps, on payait notamment sur les dommages aux biens 8 000 € de frais d'assurance, et on est passé dernièrement à 58 000 59 000 € pour les mêmes dommages aux biens, sans sinistralité conséquente, mais tout simplement par un effort de solidarité, hein, entre les inondations, les émeutes, enfin, ce qu'il y a pu avoir sur le territoire en termes de casse dans les collectivités territoriales. Eh bien, on a cet effort de solidarité qui est partagé sur l'ensemble des communes. Mais quand vous passez de 8 à 80 000, puisque c'était la première offre qui a été faite, je prie de croire qu'on s'étrangle.
Également, on y trouve le budget de fonctionnement des écoles, puisqu'on vient de voir hein, qu'on est en train de dissoudre la caisse des écoles pour un fonctionnement intégré au budget communal. L'article fêtes et cérémonies, la maintenance, un poste important aussi, la maintenance, 93 450 €, les frais d'impression du BMI, le matériel et fournitures diverses pour le fonctionnement de nos services, et les locations immobilières à 123 000 €. Voilà ce qu'on trouve de manière très, très rapide sur ces charges à caractère général. Dans ce chapitre de dépenses, hein, ce qui constitue 52% des dépenses, ce sont les charges de personnel à 3 540 000 €. Et c'est assez logique hein, de retrouver ces charges comme étant le premier élément des dépenses de fonctionnement de la commune. Donc on y trouve toutes les dépenses de personnel, la rémunération principale, l'ensemble des charges attenantes, avec une évolution par rapport au BP de 2025 qui est assez faible, qui est de 1,31%. Mais nous avions eu des évolutions très, très marquées hein, sur les BP précédents. On trouve également l'atténuation de produits, la fameuse loi SRU, hein, pour laquelle la commune versera une pénalité de 37 721. Alors une pénalité là, qui, malgré un contrat de mixité sociale, malgré les efforts qui sont faits concernant la construction de logements locatifs sociaux, on a un permis de construire qui a été déposé en retard, qui aurait dû être déposé pour le mois de décembre, notamment sur le fameux loger, ce qui nous pénalise bien évidemment sur le bilan. Hein. Vous savez que dans les contrats de mixité sociale, on doit produire un bilan triannuel et on doit se conformer aux engagements que nous avons pris en matière de construction. Le décalage du permis n'a pas permis effectivement d'intégrer les logements du loger. On aura donc effectivement l'impact sur le budget 2027. Autre charge de gestion courante, 886 670 €, c'est la participation au CEPA, donc à la piscine intercommunale. On est 5 communes sur cette piscine hein, qui participons donc à la fois au fonctionnement mais également à l'investissement, donc 190 000 €. La subvention au CCAS qui vous sera proposée après à hauteur de 249 000 €, les subventions aux associations 285 000 € et les indemnités de fonction à hauteur de 120 000 €. Et enfin, sur les charges financières, c'est les intérêts d'emprunt. On y trouve, le capital en dépenses d'investissement, on va le voir juste après. Les intérêts d'emprunt impactent le budget de fonctionnement à hauteur de 85 374 €. Voilà, ce qui concerne en tout cas les dépenses de fonctionnement pour cette proposition de BP 2026. Vous voulez que je déroule la totalité ? D'accord, vous n'avez pas pitié de moi, donc je déroule la totalité de cette présentation. On passe aux recettes, cette fois-ci d'investissement. Donc des recettes, je vous l'ai dit, hein, qui s'équivalent, c'est la page 15, pardon. Alors sur les recettes d'investissement, ça va plus vite hein, quand on passe à cette section. On y retrouve sur le chapitre 13 ce qu'on appelle les subventions d'investissement. Donc on en est au tout début du mandat, donc forcément le conseil métropolitain n'est pas encore installé et donc on ne peut pas prévoir l'imprévisible en tout cas, ou inscrire des potentielles subventions qu'on n'a pas encore en tout cas réalisées, donc on n'est pas sûr en tout cas d'obtenir. Donc les seules subventions inscrites sont celles qui aujourd'hui pour lesquelles on a l'assurance. Donc c'est 18 000 €. Dans ces 18 000 €, vous trouvez la subvention pour les corbeilles de tri hors foyer. Donc vous savez qu'on est tenu maintenant sur l'espace public d'installer des corbeilles de tri. On a, je ne sais plus, une quarantaine de poubelles, c'est pas ça ? Une quarantaine de poubelles qui vont être installées sur l'ensemble du territoire de la commune avec ce principe de tri. C'est un coût de 16 000 € et la MEL nous propose donc de subventionner à 100% à hauteur donc de 16 000 €. Et puis les 2 000 € restants, c'est une redevance sur l'électricité R2, hein, c'est ce qu'on perçoit chaque année en fonction des travaux d'éclairage public. On a mis une redevance assez faible sur ces subventions d'investissement, tout simplement parce qu'on a renouvelé la totalité de notre éclairage public sur le mandat précédent et que forcément quand on renouvelle et qu'on a du neuf sur l'intégralité du parc, on diminue les prévisions d'investissement. On en garde, hein, il y a toujours des accidents, un camion qui fonce dans un poteau, on n'est pas à l'abri de ça, mais en tout cas on sait qu'on n'aura pas de gros travaux sur l'éclairage public.
On y trouve le FCTVA, donc c'est le chapitre 10, 28 807 €. Et puis ce qui fait le gros des recettes d'investissement, ce sont les excédents de fonctionnement capitalisés. On l'a vu tout à l'heure avec l'affectation des résultats, à hauteur de 764 667 €69 centimes. Pour les dépenses d'investissement équilibrées à 901 667,69 €, c'est la page 14. Donc sur ces 901 667 €, nous y trouvons les emprunts et les dettes assimilées, donc à hauteur de 437 023,55 €. C'est 100 000 € de moins que l'année dernière. Il faut quand même, là ici on est sur une pente descendante, en tout cas sur la gestion de la dette. Sur les primes économie d'énergie, 5 000 €, parce que les versements de primes que l'on fait aux particuliers on les retrouve en dépenses d'investissement. Ce sont des primes, des subventions en fait de primes d'économie d'énergie que l'on doit effectivement impacter dans ces dépenses d'investissement à hauteur de 5 000 € pour les dossiers donc, qui sont en cours. Et on arrive donc je dirais, au cœur même de ces investissements. Il reste 257 537 € avec le remboursement d'une annuité relative à l'acquisition du site Richir qui se trouve rue Félix Faure, donc à 120 000 €. La rénovation du patrimoine communal, donc qui sera aussi en fonction du produit des cessions immobilières et des subventions attendues. Toujours été clair sur le sujet, sur la capacité à rénover, en tout cas de manière forte, ce patrimoine communal. Le remplacement de chauffage dans les bâtiments, radiateurs, basse consommation pour les écoles maternelles Jean Jacob, avec des solutions qui seront plus écologiques et surtout plus économiques, puisque là on parle de radiateurs notamment électriques, des dépenses d'amélioration d'entretien des systèmes de chauffage, donc prévues aussi dans le cadre du marché. Je vous le précisais tout à l'heure, on a des marchés publics en chauffage et effectivement en éclairage public, et donc ce qu'on appelle des coûts partis qui impactent aussi l'investissement. L'acquisition de corbeilles de tri, je vous en ai parlé à l'occasion donc des recettes d'investissement, quelques dépenses d'éclairage public, l'acquisition de matériel informatique ici pour les services municipaux, le remplacement de matériel à la cuisine centrale. On a une cuisine centrale qui, même si elle est extrêmement bien entretenue et qui a encore obtenu la note maximale de 20 sur 20 sur la qualité, en tout cas l'entretien et l'hygiène de ces locaux, il n'en reste pas moins que le matériel est utilisé au quotidien. C'est du matériel de cuisine et il nous faut prévoir une somme, en tout cas forfaitaire chaque année pour éventuellement remplacer ce matériel, donc à hauteur de 15 000 €. Le renouvellement de matériel pour le pôle entretien des locaux, le renouvellement d'outillage pour les services espaces verts et voiries, l'acquisition de mobilier pour les services, mobilier spécifique pour les services techniques, notamment des armoires sécurisées pour des produits spéciaux. On a des produits phytosanitaires qu'on doit mettre sous clé et on a besoin effectivement de renouveler ces armoires sécurisées. De renouvellement de matériel de sonorisation à hauteur de 2 150 €, des travaux d'installation de la fibre Internet à l'école du Bourg pour 5 300 €, et puis l'achat de matériel informatique, ordinateur, écran, VPI ou de mobilier pour les écoles. Là également, on a fait le tour des écoles avec une liste de courses, entre guillemets, pour effectivement continuer à équiper nos écoles de matériel performant. C'est donc un petit 6 000 € là, qui est proposé en achat de matériel. Voilà ce qui concerne donc ce BP 2026, en tout cas qui vous est proposé là ici au vote ce soir. J'imagine que là on va y avoir quelques réactions. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints et conseillers municipaux, j'ai pris connaissance du budget primitif et souhaite partager quelques remarques. Tout d'abord, je regrette l'absence de notice explicative. Celle-ci nous aurait permis d'avoir un regard plus précis et mieux informé sur ce budget. Il me semblait que des mandats précédents, il y avait régulièrement une notice explicative, notamment sur l'ordre du jour, plus globalement sur l'ordre du jour. Sur les recettes de fonctionnement, en observant l'évolution sur une dizaine d'années, on constate une grande stabilité des dotations d'État. On en a parlé tout à l'heure. Cette stabilité à l'épreuve de l'inflation correspond en réalité à une baisse. Ce désengagement de l'État a été compensé par une augmentation des impôts locaux. Ainsi, les Jouplinois ont vu leurs impôts fonciers augmenter de 50% en 10 ans.
on fait supporter aux Ouplinois un relatif désengagement de l'État. C'est 50%, je confirme. Sur 10 ans, c'est 50%. Je parle bien sûr des recettes. Hein. Oui, je n'ai pas dit que les impôts des Ouplinois avaient augmenté de 50%. Hein. Oui, non, soyons clairs. Hein, voilà. Mais c'est une réalité, les recettes ont augmenté de 50%. Sur l'investissement, le budget consacré au CCAS reste stable. J'en ai parlé tout à l'heure en off avec M. Knokar, qui pourra peut-être refaire une intervention là-dessus. Donc, et les charges financières demeurent à un niveau raisonnable. Ça, c'est pour le fonctionnement. Hein. Sur l'investissement, cette année électorale incite naturellement à la prudence. Le montant d'investissement reste donc contenu, ce que nous comprenons aisément. Quelques questions quand même sur certains crédits. 2 sur l'investissement. Au chapitre 20 422, un crédit de 5 000 €. Alors on aimerait savoir à quoi ça correspond exactement. Le chapitre 20 422. Alors je ne sais pas si vous répondez au fur et à mesure ou si... je continue donc. Oui. Au chapitre 21 318, toujours pour l'investissement, un crédit de 153 950. Donc on voudrait avoir la finalité. Pour passer au fonctionnement, au chapitre 6132, un crédit de 123 000 €. Pour quelle utilisation précise? Et enfin, au chapitre 611, un crédit de 361 000 € pour des services externalisés, alors qu'une ouverture de crédit de 30 000 € avait été prévue et que seuls 6 700 € ont été mandatés. Sur les subventions aux associations, celles-ci n'ont pas augmenté en valeur absolue depuis de très nombreuses années. Dire que nos associations sont dynamiques, c'est bien. Les aider à le rester, c'est encore mieux. Alors je pense notamment à l'UCH, qui a montré son dynamisme dernièrement, qui est toujours à 190 € de subvention. Alors je ne sais pas pourquoi on ne met pas à 200, enfin ne serait-ce qu'à 200, parce que 190, bon, bref. Et une autre association pour laquelle je pense aussi, c'est les randonneurs des Trois-Monts, qui ne sont toujours pas dans la liste. Si vous vous souvenez, des mandats précédents, les randonneurs des Trois-Monts, j'ai plusieurs fois demandé qu'ils aient une subvention, notamment pour leur accorder le fait que, au moment de Noël, ils font quand même une animation que les Ouplinois attendent, notamment les jeunes Ouplinois, attendent impatiemment, avec des distributions de bonbons, de chocolat, etc. à leurs frais. Je pense quand même qu'une petite subvention, même minime, pourrait les satisfaire et serait un gage de reconnaissance. Sur les charges de personnel, vous proposez une baisse de 26 000 € pour la rémunération des personnels titulaires, mais une augmentation de 30 000 € pour celle des personnels non titulaires. Notre groupe déplore cette précarisation du travail chez nos employés municipaux. En conclusion, nous comprenons la prudence de ce budget d'année électorale, notamment pour l'investissement. Nous regrettons cependant cette relative frilosité dans la partie fonctionnement. Notre groupe s'abstiendra donc. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, plusieurs choses. Hein. D'abord, effectivement, ce qui ne vous a pas échappé, c'est le laps de temps très court entre l'installation du conseil municipal et puis sa première présentation du budget. Hein. 26, on l'a évoqué, vous avez évoqué les associations, elles ont besoin de ces subventions et donc il me paraissait important de ne pas traîner en tout cas hein, sur la mise en place de ce budget de 2026. Vous l'avez dit aussi de manière très claire, hein, c'est un budget de transition, on l'a bien compris, hein, avec une prudence qui est de mise. On n'a pas voulu non plus, dès le début du mandat, vous faire des propositions sans que vous
nous y soyez associés, hein, et d'ailleurs on proposera voilà, dans les semaines qui viennent un mode de fonctionnement, hein, qui nous permettra effectivement de pouvoir être plus à l'aise, en tout cas dans la présentation de ces sujets ô combien importants, hein, que sont les budgets primitifs de nos communes, avec certainement une commission ad hoc, et donc un travail en amont sur à la fois le budget primitif, hein, donc ce sera pour celui de 2027, hein, qui j'espère sera un peu plus ambitieux que celui-ci, mais c'est un peu l'objet que de dégager des marges de manœuvre pour permettre justement de dérouler après le programme pour lesquels les Ouplinois nous ont fait confiance, et puis également sur l'aspect associatif. Donc il ne nous a pas échappé aussi, hein, que c'était un copier-coller effectivement du budget, voire des budgets précédents, parce que là encore, je pense qu'on a besoin aussi d'échanger pour travailler sur un mode de fonctionnement, et il n'y a pas de sujet tabou, et encore moins quand il s'agit de nos associations. Je ne vais pas rentrer dans le détail des associations parce que Laurent Bafkop fera le vote des subventions juste après, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, hein, c'est que les associations qui dégagent un excédent important, il est bien évident que, vous parliez de l'UCH tout à l'heure, la subvention est très symbolique, enfin, ça j'en ai bien conscience, hein, c'est 190 €, alors pourquoi pas 200, pourquoi pas 210 ou pourquoi pas 150 en l'occurrence, puisqu'on est dans l'ordre du symbole, mais c'est une association qui dégage près de 10 000 € là, d'excédent budgétaire. La subvention, en l'occurrence, elle ne doit pas être prise comme acquise d'avance, mais simplement être considérée, enfin, c'est un peu comme ça que je perçois aussi, comme une subvention d'équilibre qui aide effectivement l'association à évoluer. C'est toujours difficile, c'est de l'argent public, hein, que de faire comprendre qu'on va augmenter une subvention alors que l'association, en tout cas financièrement, se porte plutôt bien. Et c'est tout à leur honneur, hein, attention, j'en dégage aucune fierté personnelle en l'occurrence, hein, c'est parce qu'ils se bougent. On a encore fait un beau brevet de Pâques ce week-end. Là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Je peux parler aussi d'autres associations, hein, que vous ne voyez pas passer ici et qui passent au CCAS, hein, la subvention pour le club des aînés, qui est à 0. Donc chaque année, on me dit subvention municipale pour le club des aînés, 0. Donc on le met bien en évidence à l'occasion de l'Assemblée générale, mais je l'assume, là encore, on a un club qui est dynamique, qui dégage des excédents, et qui se suffit, en tout cas, sur les activités qu'il souhaite mener. On n'est pas là pour thésauriser et abonder de la subvention pour la subvention. Et la subvention doit être mise là où il y a une réelle nécessité. Néanmoins, bien évidemment, je joue cette porte sur un travail, voilà, sur peut-être une échelle de valeur. Enfin, on travaillera ensemble, hein, sur la manière dont on va effectivement doter nos associations en fonction des demandes. Sur les 3 monts, à ma connaissance, j'ai pas de demande. Enfin, on n'a pas eu de demande. Donc, s'il n'y a pas de demande, on ne va pas aller les chercher. Hein. D'un autre côté, quand j'étais au conseil municipal il y a de ça quelques années maintenant, donc, ouais, pas si vieux que ça quand même, les randonneurs des Trois Monts ont redemandé régulièrement. Bon, à force d'avoir un refus, forcément, là, ils ne le demandent plus, quoi. Il faut être il y a de ça aussi. Je pense qu'au-delà du montant, qui peut être... Non, mais là-dessus, on est qui peut d'accord. être minime mais anecdotique. Hein. Je pense que ça montrerait un encouragement pour l'association à continuer son animation, notamment au moment de Noël. Il y a des bémols quand même, parce qu'il y a certaines associations qui n'ont pas forcément une subvention sonnante et trébuchante. Mais si on parle par exemple des randonneurs des Trois Monts, souvent quand on sollicite une association pour tenir une buvette d'une manifestation municipale, je rappelle qu'on offre la recette à cette association et je pense que régulièrement les randonneurs des Trois Monts répondent présents. Donc ce n'est pas une subvention directe votée dans le budget, mais c'est quand même une subvention indirecte et elle est assez conséquente. Donc il y a aussi ce genre de subvention indirecte qui fonctionne. Et beaucoup d'associations. Et je veux dire, quand on demande à une association de tenir une buvette, il n'y a pas forcément 40 associations qui se présentent, donc c'est un peu toujours les mêmes. Et on arrive à tourner avec ces associations, et elles font toujours un petit plus qui leur permet aussi de faire du bien dans leur budget. À l'époque, je pense, bon, j'étais fait un peu leur porte-parole, je crois qu'ils avaient demandé 50 €. Enfin, on ne va pas faire l'aumône, hein. Je ne vais pas passer avec mon chapeau, mais bon, ça fait un peu... Je pense qu'ils ont tenu la buvette de la dernière fête de la musique. Je pense qu'ils ont gagné plus que 50 €.
C'est bien. Mais c'est bien. Non, mais on a bien compris. Il y a le montant, mais il y a aussi je veux dire, l'encouragement à continuer, quoi. Il y a aussi ça, quoi. C'est une forme de reconnaissance aussi en même temps. Après, ils existent toujours, donc ça ne va pas être mal engagé. Oui, c'est ça, ils sont pas sur le point d'être dissous, je crois pas, hein, donc c'est que ça fonctionne pas trop mal. En tout cas, voilà, moi j'ai fait une proposition qui est aujourd'hui claire, qui est sur la table, hein. On va mettre en place très prochainement un certain nombre de commissions thématiques. On aura des gros enjeux sur le patrimoine communal. Je pense que c'est important aussi que l'on puisse en discuter en dehors du conseil municipal. Le budget, les subventions aux associations, c'est des sujets extrêmement sensibles, sont bien évidemment sur la table. Encore une fois, hein, le laps de temps ici était court pour voter ce budget 2026. On a souhaité faire la manière la plus honnête possible et surtout la moins impactante sur cette première année de mandat 26 pour nous permettre justement, en tant que nouveaux élus, il y a quand même 15, 19, une vingtaine de nouveaux élus ici autour de cette table. On a besoin de prendre les choses à bras-le-corps à un moment donné et se donner des outils pour pouvoir travailler. Donc ça, c'est dans les tuyaux et d'ici le mois de juin, moi je souhaite, pour être très clair, je souhaite qu'à la fin du mois de juin, avant la période estivale, on soit en ordre de marche, c'est-à-dire qu'on ait nos commissions, on ait effectivement nos outils pour nous permettre de travailler en toute transparence. Et puis après, on ne sera peut-être pas toujours d'accord hein, en finalité, mais en tout cas, les éléments, vous les aurez, ça c'est un engagement formel. Alors j'ai pas eu le temps de noter un ensemble des chapitres, je ferai une réponse écrite. Hein. Il y en a, j'ai pris à la volée, donc les 5 000 €, j'en ai parlé hein, en investissement sur le compte 204. C'est le crédit hein, qui est donné sur les subventions concernant les primes d'énergie. Quand vous avez un particulier qui a fait sa façade, voilà. Avant c'était impacté dans le fonctionnement. Aujourd'hui c'est une subvention d'équipement. Enfin, c'est considéré comme étant une subvention d'équipement. Et donc ça passe là. Pour le reste, on va regarder. Le 611, je sais de quoi vous parlez, j'étais sûr que vous alliez m'en parler, donc je l'avais anticipé, hein, les 361 000 par rapport effectivement au budget primitif précédent. On est sur une nouvelle maquette, c'est-à-dire qu'on est passé de la M14, de mémoire c'est M14, Géraldine, oui, de la M14 à la M57, avec forcément, ça a bousculé un certain nombre de chapitres. Par exemple, nous avions un chapitre sur la M14 de transport. Vous vous souvenez, hein, il y avait une ligne transport, c'était là aujourd'hui le transport est noyé dans d'autres chapitres. Et donc on a dû s'adapter. Et on a encore fait des adaptations ici dernièrement sur le budget 2026 d'articles qui n'étaient pas au bon endroit. Et donc, voilà, on a encore quelques pistes d'amélioration. Ces 361 000, bien sûr que le chapitre, là, enfin l'article en tout cas, il est gonflé, hein, de manière très artificielle. Je vous le dis très clairement aujourd'hui, hein, je vous rassure, on ne va pas dépenser les 361 000, mais il y a l'équilibre budgétaire et on a encore une fois une adaptation de cette M14 à M55. Ça n'a pas été une mince affaire hein, pour les agents de la collectivité. On était sur des maquettes budgétaires qui étaient quand même bien rodées. Je commençais enfin à comprendre la M14 qu'on a balancée, la M57. C'est pas simple. Et donc oui, il y a encore des améliorations à faire et certainement encore des articles à mieux ventiler sur l'ensemble du budget. Ça c'est pour vous répondre. Et puis envoyez-moi ce qui reste en suspens, là, par les 361 000, là, il y avait 123 000 €, 61,32. Là je regarderai ce qu'il en est, vous aurez une réponse rapide. Mais ouais, je l'ai pas en tête là. Faut retrouver ça. Enfin, en tout cas, je vous envoie ça. Vous l'avez? C'est autre bâtiment public. Autre bâtiment public. C'est les locations immobilières, mais j'en ai parlé là dans la présentation. Les 123 000, c'est ça? Le 21 318. Oui, il y aura les locations immobilières, dedans il faut qu'on regarde. Encore une fois, hein, on a des articles parfois un peu fourre-tout, il faut que je regarde en détail ce qui s'y trouve, mais c'est de l'investissement. Non, là c'est en investissement, Oui, c'est en investissement, oui. c'est pas les locations. 21 318. 21 318, oui. Pardon? C'est des dépenses.
153, on est passé de 18 à 153. C'est la question. Oui, non, mais encore une fois, il faut... voilà. Les 361, c'était tellement énorme que je l'avais en tête, bien évidemment. Celui-ci, il est peut-être aussi également voilà, gonflé artificiellement. En tout cas, on vous apporte une réponse sans problème. Enfin, moi, j'ai pas de sujet là-dessus. Je pense qu'il n'y a pas de sujet sur le BP26. Enfin, il est assez transparent. Sur le CCAS, Sur CCAS. Je vous rassure, Monsieur Tiberghien, avec ma subvention, je vais réussir à équilibrer et faire pour l'année complète à aider les familles en difficulté et faire toutes les actions nécessaires pour la population. La semaine dernière, fin mars, j'ai organisé une petite collecte pour venir en aide à l'épicerie solidaire, notre partenariat avec l'épicerie solidaire du Secours populaire. Nous avons récupéré, grâce à la générosité des Oupillois, 144 cartons d'aide alimentaire non périssables. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a changé un peu de modèle aussi au niveau du CCAS. On est passé d'un CCAS de guichet à un CCAS d'accompagnement. Mais ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête, c'est-à-dire que la subvention, effectivement, elle reste stable. Pour l'instant, elle convient. Si demain, effectivement, elle s'avérait insuffisante, voilà, on la musclerait. Mais sur le CCAS, on a d'autres formes de financement aussi. On est allé chercher les points conseil, les points budget, etc., qui sont des financements additionnels. On ne paye pas directement de la ville, et c'est tant mieux d'ailleurs, des financements sur effectivement les conseillers numériques. Donc tout ça fait qu'on a pu maintenir notre subvention à 249 000 € et néanmoins augmenter les recettes du CCAS. Mais encore une fois, on est passé d'un CCAS où on distribuait des tickets services à un CCAS avec un agent social, avec un accompagnement beaucoup plus resserré. Ce matin, j'étais avec France Travail, on travaillait justement sur un certain nombre de bénéficiaires. Donc on a vraiment changé le visage, en tout cas, de notre CCAS, et l'ajout de ces subventions, en tout cas, qui peuvent expliquer aussi. À l'époque, on était à 249 000 secs. C'est-à-dire que la ville subventionnait 100% le CCAS. Aujourd'hui, on a aussi un peu la culture de la recette et d'aller chercher, justement, là où on peut aller chercher un certain nombre de recettes supplémentaires. En ce qui concerne les dépenses de personnel, peut-être, la question, une petite bascule entre les personnels titulaires et les personnels non titulaires. Il y a 30 000 € en moins pour les personnels titulaires, qui correspond à 30 000 € en plus pour les personnels non titulaires. C'est de BP à BP ou de CA à BP? C'est de BP à BP ou de CA à BP? Oui, mais le comparatif que vous venez de faire, c'est du compte administratif, du compte administratif 2025 ou du budget primitif 2025? De BP à BP. Oui, donc regardons, enfin, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais regardons le résultat du CA, par exemple. Il y a peut-être aussi un ajustement par rapport au CA. C'est-à-dire qu'on fait toujours la comparaison de BP à BP, ce qui est assez logique, mais le BP, c'est du prévisionnel. Regardons au niveau du compte administratif le réalisé, et il y a peut-être justement un ajustement qui a été fait. En tout cas, c'est le premier poste de dépense en fonctionnement, et donc on le regarde comme le lait sur le feu. Je vous rassure, il n'y a pas d'économies qui sont faites sur le dos des agents. Il y a des grilles indiciaires, vous avez effectivement les passages de grade, etc., qui sont respectés dans la collectivité. Voilà, ici, je n'ai pas beaucoup d'autres explications à vous donner, si ce n'est que, voilà, si ça ne vous convient pas ce soir, je peux l'entendre, de regarder de manière un peu plus précise et dans le détail qu'est-ce qui impacte de BP à BP ce poste de dépense.
Par rapport au compte administratif, il y a 10 000 € de plus en rémunération du personnel non titulaire. Oui, mais vous avez aussi des évolutions dans la collectivité. Le poste de DST qui était un fonctionnaire, aujourd'hui c'est un contractuel avec une mission sur 2 années, hein, puisqu'on était là encore, hein, c'est par souci aussi de transparence, entre guillemets, on était fin 2025, on arrive en fin de mandat, début de mandat prochain, on a donc préféré allouer une mission de 2 années sur un poste de contractuel. Ça peut expliquer aussi des différences par rapport à un DST qui était fonctionnaire et donc il impactait différemment, en tout cas, la masse salariale. Hein. Un choix de la commune de faire plus appel au personnel contractuel. Non, pas du tout. Non, voilà, je veux dire, on arrivait en articulation entre 2 mandats, on avait un besoin spécifique, on a calibré ce besoin spécifique, notamment sur ce contrat sur 2 années, qui me satisfait pleinement d'ailleurs, hein, aujourd'hui, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Hein. Bien, je propose de passer au vote. Donc, quels sont celles et ceux qui sont donc favorables à ce budget primitif 2026, qui s'abstiennent? Donc 24 et 5. Je vous remercie. Alors c'est pour moi l'occasion de remercier sincèrement le service finance, hein, DGS bien évidemment, Anne-Claire Edelverde, mais également Géraldine Évrard, hein, qui nous a rejoint assez récemment. Ça fait combien de temps là, maintenant? 9 mois, mais ça passe vite quand même. Ces 9 derniers mois et qui... Oui, c'est une gestation. Et vous aurez un premier beau bébé qui est le BP 2026. Voilà, grand merci parce que c'était pas, c'était pas une mince affaire, hein, que d'arriver dans une nouvelle collectivité et tout de suite en prendre la mesure entre guillemets. Voilà, merci à ce service finance, et merci Anne-Claire pour la qualité de ce que vous avez produit ces dernières semaines. Alors, nous en sommes au forfait communal aux écoles privées. Alors, c'est un forfait qui est calculé, hein, en fonction du nombre d'élèves par école. Oui. Je recherche mes notes. Les voici. Vous avez donc une proposition faite en fonction de ce que je viens de vous dire, hein, pour l'école Saint-André, un montant de subvention de 54 473 €, et pour l'école Sainte-Anastasie, hein, avec un effectif un peu plus faible, de 43 718 €. Des remarques, des questions là-dessus? Non. C'est? Oui. Duralex. Hein. Subvention versée au CCAS. On l'a évoqué assez largement, hein, donc il vous est proposé une subvention de 200... Je ne fais pas voter. Si je fais voter, j'avais compris que, bon, même si ça ne soulève pas toujours l'enthousiasme, on a une unanimité sur le sujet. Je vous remercie. Subvention au CCAS, bon, on l'a présenté à l'occasion de ce budget primitif, hein, une subvention de 249 000 €. Y a-t-il des remarques? Elles ont été faites, les explications ont été données. Je propose de passer au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables? Donc, unanimité, je vous remercie. Et on arrive donc aux subventions versées aux associations. Je laisse la parole à M. Bavkop. Je pense que l'essentiel a été dit tout à l'heure, donc on a un petit peu rappelé la philosophie, hein, donc on envoie tous les ans aux associations un document budgétaire qu'elles doivent remplir et dans lequel elles nous font part de leur desiderata. Donc effectivement, cette année, une année un peu statu quo, hein, pour les raisons que M. le maire a évoquées tout à l'heure, avec la proximité des élections. Donc bien évidemment, par la suite, il y aura possibilité d'analyser en commission l'ensemble des dossiers versés aux associations pour pouvoir prendre ensuite les décisions qui seront à prendre par rapport aux subventions. Donc j'en ai pas plus à dire, je pense que l'essentiel a été dit. Alors encore une fois, hein, la subvention c'est bien, on aide aussi différemment les associations, hein.
Je rappelle que les prêts de salle aux associations sont gratuites, alors dans la mesure de nos plannings, hein, parce que malheureusement, il n'y a que 52 semaines dans l'année. Donc, mais voilà, on aide ces associations par les prêts de salle. Parfois, comme je disais tout à l'heure, en leur proposant la gestion des buvettes avec les recettes. Donc il y a différentes aides aux associations dans la commune. Et je vous rassure, on ne laisse jamais tomber une association. Et à ma connaissance, il n'y a jamais une association qui a dû s'arrêter parce que financièrement, elle avait eu un gros problème. Donc voilà. Donc je sais pas, du coup, on passe au vote s'il n'y a pas de... Oui. On aura beaucoup parlé association ce soir, mais c'est très bien, hein, parce que, bien évidemment, voilà, le groupe Oupline vers notre avenir est fortement engagé sur ce sujet. Hein. Les associations sont une richesse pour notre territoire, un véritable lien social. Elles donnent la possibilité aux habitantes et aux habitants de se rencontrer, d'exercer une activité, qu'elle soit sportive, culturelle, etc. Elles permettent à notre jeunesse de découvrir le vivre ensemble dans le respect de chacun. Alors, elles participent au bien-être de toutes les personnes qui s'y retrouvent. Ah oui, elles font société et nous avons besoin d'elles. On l'a fortement affirmé ce soir. Donc, j'en profite à cet instant pour moi aussi remercier tous les bénévoles de ces associations pour leur travail, pour le temps qu'elles leur consacrent. Merci, merci beaucoup à eux. C'est d'ailleurs pourquoi nous avions aussi dédié, hein, dans le cadre de la campagne municipale, un choix important de notre programme aux associations. Nous parlions de soirée des associations, de valorisation du bénévolat, et on parlait aussi du budget de celle-ci. Des subventions qui, à notre sens, devaient être établies donc en toute transparence, en fonction des projets, du nombre d'adhérents, de leur rayonnement dans et en dehors de la ville. On citait tout à l'heure l'UCH, hein, monsieur le maire, vous précisiez que c'était une association avec une bonne santé financière, mais voilà, l'UCH et sa pratique, et le brevet de ce week-end nous le prouve, sa pratique est fortement faite à l'extérieur, essentiellement faite à l'extérieur, et elle est aussi conditionnée, ses réussites sportives, ses brevets sont aussi conditionnés, par exemple, aux événements météorologiques. Donc il n'est pas impossible qu'un jour, en effet, il y ait beaucoup de dépenses qui soient engagées pour un brevet et que l'association, dans ce sens-là, boive le bouillon, excusez-moi cette expression. Voilà, donc le premier point que nous avions vu, le premier point positif que nous avions vu en écrivant cette mesure dans le programme était d'éviter toute forme donc, de concurrence entre elles, toute forme de jalousie ou simplement d'incompréhension qui risquait de tendre les rapports entre la mairie justement et les associations. Donc je vous remercie beaucoup des propositions que vous venez de nous faire. On participera bien évidemment à cette prochaine réunion de travail sur la question des subventions. Et j'en profite aussi pour féliciter M. Bafkop, hein, première adjointe de la délégation qui lui a été donnée. C'est un symbole fort que vous envoyez en direction des associations. Mais concernant la délibération que nous nous apprêtons à voter, elle concerne la subvention. Il y a un mais, c'est ça. Oui. Donc, concernant la délibération que nous nous apprêtons à voter, c'est spécifiquement une subvention qui est une délibération qui est faite par rapport à l'école de musique sur la question de son échelonnement au mois du paiement de celle-ci. Ça a beaucoup été dit pendant la campagne. Je fais encore une petite parenthèse, excusez-moi, je vais essayer de ne pas être trop longue. Je ne suis pas arrivée à Oupline depuis de très, très nombreuses années, seulement depuis bientôt 2 ans, et je ne connais pas encore toutes les finesses des sujets. Cependant, je pense qu'un budget annuel d'association qui est en grande majorité établi grâce à la subvention municipale, met en grande fragilité cette même association. Pourquoi ? Nul ne sait, en effet, ce que sera fait demain. On en a beaucoup parlé. Nous vivons des moments très instables dans le pays. Ces dernières années, les gouvernements successifs ont peiné à voter le projet de loi de finances qui fixe le budget de la France pour l'année. Et les dotations d'État aux collectivités ont ainsi été réduites, on l'a dit, lors de la présentation du budget. Même si, pour cette année 2026, le gouvernement, en effet, se félicitait, il y a quelques jours, d'avoir sanctuarisé la principale dotation et d'avoir ainsi préservé la capacité d'action des collectivités, malgré un contexte budgétaire tendu. On peut quand même rappeler que ce gel de la DGF en 2026 revient de facto, en euros constants, à une diminution des ressources des collectivités, puisque l'inflation n'est pas prise en compte.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur le maire, nous pensons qu'une subvention très importante de la ville dans le budget d'une association ne permet pas sa viabilité. Que si d'aventure nous devions réduire cette subvention, ça a été évoqué, et pour boucler un prochain budget et assurer, c'est aussi notre travail, la continuité du service public, nous contribuerions alors à la précarisation du salariat et mettrons en péril des emplois. C'est pourquoi notre groupe préférera toujours des subventions accordées majoritairement pour des projets plutôt que pour des salaires. Bon, forcément, je vais mettre un bémol à mes propos. Dans le cadre d'un rapport, je dirais gagnant-gagnant, par exemple, lorsque les professionnels d'associations donnent du temps en animant des ateliers dans les écoles, les espaces éducatifs ou encore les centres de loisirs, là aussi, il s'agit de voir ce champ important. Et pour toutes ces raisons, Monsieur le maire, nous allons nous abstenir sur cette délibération. Le retour du sujet de l'école de musique, qui est un sujet récurrent depuis 25 ans, si ce n'est plus. Oui, j'entends, bien évidemment, mais je vis avec ce risque depuis 34 ans à l'école de musique, et puis depuis 3 mandats ici, sur les principes de siège éjectable, entre guillemets. Donc, vous parlez de ma vie, en fait. Quand vous parlez de précarité, j'entends, et on ne peut que souscrire aujourd'hui. On avait fait la démonstration à l'époque qu'effectivement, le financement de l'école de musique était bien moindre qu'un financement public 100%, une école municipale de musique où on rentre dans la filière culturelle et avec des salaires qui sont autrement plus impactants. Mais j'ai conservé, je savais que ça reviendrait un jour, donc j'ai conservé l'exercice en tout cas. Oui, mais il y a aussi également, alors c'est la spécificité de l'école de musique, et je l'entends, il y a aussi une volonté forte, qui était une volonté politique. Moi, à l'époque, j'étais tout jeune, j'étais non pas élu, mais simplement été appelé par l'ancien maire pour mettre en place cette école de musique. Il y avait aussi la volonté d'avoir des cotisations accessibles. Et ça, forcément, on pourrait très bien avoir un financement à 50%, mais avec des cotisations à l'école de musique qui seraient extrêmement restrictives et qui ne permettraient pas à une majorité, en tout cas de Doupinois, une grande majorité de Doupinois, de pouvoir accéder à effectivement l'éducation de la musique. Donc c'était un choix qui a été fait en 92, c'est pas 1992, c'était au siècle dernier. Ça fait 34 ans que ça dure depuis. On peut en discuter, on peut remettre le modèle en cause, mais en tout cas, alors d'abord la subvention a baissé. Elle était de 93 000 il y a quelques années, elle était de 80 000 l'année dernière, elle est de 78 000 cette année. Donc il y a aussi, en tout cas, une volonté d'être au plus proche des besoins. Quand on parlait tout à l'heure d'une subvention pour une subvention, et de ne pas effectivement demander plus qu'il n'est nécessaire, ou en tout cas de se faire un petit réservoir au cas où il y aurait des années difficiles à venir. Voilà, nous verrons. Nous verrons. En tout cas, je vous l'ai dit, je vous l'ai proposé, et je propose à l'ensemble des conseillers municipaux ici autour de cette table, la transparence est de mise. Moi, je ne suis absolument pas gêné aux entournures sur n'importe quel sujet que ce soit, et encore moins avec l'école de musique, pour en discuter en commission, lorsqu'on mettra en place ces commissions sur les subventions aux associations. Bien, donc il faut passer au vote. Alors je vais rappeler quelques règles. Rappelez-vous la convention de l'élu. Donc les personnes qui sont soit présidentes, vice-présidentes, secrétaires, trésorier, secrétaire adjoint, trésorier adjoint, si vous voulez vous manifester avant le vote, et d'ailleurs je répéterai votre nom pour qu'on l'enregistre bien sur l'appareil, parce qu'on va voter dans sa globalité les subventions. Donc annoncez bien que vous ne participez pas au vote pour votre association. Donc on va aller dans l'ordre. Donc oui, donc Christine Mignot pour l'école de musique, secrétaire de l'école de musique. Donc Olivier Brioul pour l'Étoile Club Doupline et pour l'Amicale laïque Jean Jacob. Je continue à faire le tour. Cathy, alors Régine Morel, secrétaire de l'Alerte. Il n'y aura plus de votants.
Non, mais encore une fois, vous pourrez voter, mais pour votre association, ça ne sera pas pris en compte, c'est ce que je veux dire. Donc, Cathy Vanout pour l'orchestre d'harmonie d'Oupline. Donc, il n'y a pas eu de demande. Monsieur le maire pour l'école de musique. Léon pour les jardins familiaux de la Remusie. Catherine. Trésorière adjointe pour l'amicale laïque. Jean Jacob. Si vous vous abstenez, mais bon, on peut le signaler quand même. Donc, on va le signaler. Donc, Alain Tiberghien, président de l'ECH. On a fait le tour? OK, donc, maintenant, vous pouvez voter dans son ensemble. Donc, qui est favorable à l'adoption des subventions aux associations? Qui s'abstient? Donc, 5 abstentions et 24 pour. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de renouveler mission de développement durable et responsabilité sociétale. Je laisse la parole à Margot Legrand. Bonsoir, merci Monsieur le maire. Alors cette délibération vous propose du coup de renouveler la convention avec l'effet Bombix, donc qui est représentée par Madame Agathe Lalou. Donc depuis plusieurs années maintenant, Agathe nous accompagne sur les questions liées au développement durable et à la transition écologique. Donc Agathe a notamment travaillé sur les enjeux et les réflexions à avoir pour notre commune sur 4 axes: la mobilité, les bâtiments, énergie et ressources, les déchets, économie circulaire, alimentation, et le dernier axe sur le cadre de vie et la biodiversité. Suite au travail déjà effectué, il nous faut poursuivre cette mission, notamment pour contribuer à la mise en œuvre du PCAET de la MEL. L'objectif est également de continuer à accompagner les services municipaux pour intégrer les enjeux locaux dans les projets des services et poursuivre les actions de sensibilisation et de transition écologique initiées sur le territoire d'Oupline. Agathe va notamment nous apporter un appui technique et une expertise sur plusieurs sujets de notre programme municipal, tels que les cartographies des trames écologiques, les végétalisations des cours d'école, ainsi que la poursuite des plantations de micro-forêts. C'est pourquoi aujourd'hui, cette délibération nous propose le renouvellement de la mission d'Agathe Lalou pour une durée d'1 an sur les mêmes conditions que le précédent avenant. Je propose de passer au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables donc, à cette délibération? Unanimité, je vous remercie. Il nous reste une délibération en ressources humaines, qui est l'actualisation du tableau des effectifs. Vous savez, c'est presque un gimmick dans nos conseils municipaux, mais il faut que ce tableau des effectifs soit toujours mis à jour et qu'il soit cohérent avec notamment la masse salariale que l'on présente dans la collectivité. Il est donc proposé aujourd'hui de créer... Je rappelle aussi pour les nouveaux élus que quand on parle de création d'un poste de rédacteur, c'est qu'on n'embauche pas une nouvelle personne. C'est qu'il s'agit effectivement des modifications de grade, des avancements de grade, des réussites à un concours, etc., qui nous font faire évoluer ce tableau des effectifs. De même, quand on a une suppression de poste, c'est pas qu'on vire quelqu'un, c'est que simplement il n'y a plus personne dans son grade et qu'il y a lieu de réactualiser ce tableau. Donc c'est la création d'un poste de rédacteur principal de 2e classe à 35-35e, la création d'un poste d'agent de maîtrise principal à 35-35e, la création d'un poste d'adjoint administratif de 1re classe à 35-35e, la création d'un poste d'adjoint technique principal 2e classe à 25,5-35e, la création d'un poste d'adjoint technique principal de 2e classe de 25-35e, et enfin la création d'un poste d'animateur territorial à 35-35e. Y a-t-il des questions là-dessus? Pas de questions? Passons au vote. Quelles sont celles et ceux qui sont favorables à cette délibération? Unanimité. Je vous remercie. Il nous reste les questions diverses. J'en ai reçu une de votre groupe. Je vous en prie, monsieur Druc. Je pensais que vous alliez la lire, mais enfin bon, je pensais que vous alliez la lire, cette question diverse, mais c'est... Comment? Ah, mais bien évidemment, mais bon. Simplement, nous avions, c'est plus une demande d'ailleurs qu'une question, nous souhaiterions, afin de mieux connaître, je dirais, l'état des bâtiments municipaux, pouvoir les visiter. Alors, ne pas pouvoir les visiter seuls, bien évidemment, on ne va pas aller comme ça à l'école frapper en disant
Voilà, on arrive, on voudrait visiter l'école, mais avec un agent dédié, bien évidemment, mais visiter l'ensemble des bâtiments, c'est-à-dire même les bâtiments fermés. Vous voyez où je veux en venir, monsieur le maire, n'est-ce pas? Il y en a un, notamment l'église Sainte-Anastasie, mais il y a aussi des bâtiments qui ne sont pas identifiés. Je pense par exemple, à la rue Voltaire. J'ai déjà posé cette question. Il existe un bâtiment aujourd'hui dans la rue Voltaire qui est en location, mais qui est quand même un bâtiment où la commune a une activité. Et il n'est pas identifié. Il n'y a pas de pancarte à la rue par rapport à cela. Néanmoins, nous souhaiterions quand même voir ce qu'il y a à l'intérieur, même si on en sait quand même un petit quelque chose, mais ça va toujours mieux quand on le voit. Donc voilà, l'objet de notre demande, c'est de pouvoir se rendre compte du fonctionnement et de l'état de ces bâtiments. Alors écoutez, c'est une réponse qui va vous plaire, parce que d'autant plus qu'on allait proposer à l'ensemble du conseil municipal. C'est un peu, je dirais que c'est un peu un passage obligé quand on renouvelle un conseil municipal que de faire le tour des bâtiments communaux, et d'autant plus sur ce mandat, puisque je l'ai évoqué, on parlait de cession immobilière, on parlait de patrimoine communal, et il va y avoir des enjeux extrêmement impactants pour à la fois nos budgets, mais aussi également sur la manière dont on va gérer ces bâtiments communaux. Donc oui, bien évidemment. Encore une fois, moi j'ai rien à cacher, même si le bâtiment, il n'y a pas de panneau dessus, tout le monde sait que ça rentre et ça sort, et que c'est effectivement les services techniques qui l'utilisent, et pas que. Mais je sais ce quoi vous faites allusion. J'ai aucun souci là-dessus, on fera le tour. Alors, exception faite de l'église Sainte-Anastasie, nous avons un arrêté qui stipule effectivement la dangerosité de l'édifice, et il est hors de question, moi je n'y suis jamais rentré depuis que j'ai signé cet arrêté, il est hors de question de rentrer avec un groupe à l'intérieur de l'église Sainte-Anastasie tant qu'on n'a pas effectué des mises en sécurité qui sont nécessaires. Donc, exception faite de l'église Sainte-Anastasie, toutes les portes vous seront ouvertes, bien évidemment, mais je le dis à l'ensemble des conseillers municipaux, parce que ça intéresse tout le conseil municipal, d'évaluer effectivement le patrimoine qui est le nôtre, et qui est assez large, qui est dans un état différent. C'est sûr qu'on a plutôt privilégié les écoles que ces bâtiments, notamment de la rue Félix-Faure, mais néanmoins tout ça est transparent, je n'ai aucun souci là-dessus. Donc on organisera, on a dit qu'on sera en ordre de marche pour le mois de juin. D'ici le mois de juin, on essaiera de se trouver peut-être un samedi matin pour organiser la tournée des popotes, la tournée des bâtiments communaux, et on vous ouvrira toutes les portes, monsieur Dubruck. Mais je vous en prie. Bien, écoutez, nous arrivons, oui. La règle des questions diverses, pour le public, ce sera toujours fait de la même façon, et est-ce que le groupe... ce sera nous de décider. Pourra éventuellement également poser des questions diverses en dernière minute, du coup, puisque... Ce sera le règlement intérieur qu'on décidera ensemble, qui effectivement mettra le curseur sur ces questions diverses. Ça fait partie d'ailleurs des éléments de discussion qu'on doit avoir. Permettre effectivement au public de s'exprimer, je trouvais que c'était plutôt une possibilité, dès l'instant où on était seul en conseil municipal, une possibilité d'avoir une expression autre que celle du conseil municipal. Et s'il faut continuer, j'en sais rien. J'avoue que je n'ai pas d'avis tranché sur la question, mais en tout cas, c'est un des sujets qu'on abordera à l'occasion du règlement intérieur du conseil. Dernière remarque, est-ce que ce serait possible de déplacer l'écran légèrement pour qu'on puisse mieux voir parce que là, c'est vrai que c'est difficile pour nous de visualiser. Je ne parle pas de moi. Après, je sais bien que vous ne pouvez pas le mettre là-bas, parce que il y a la porte, mais... Oui, je sais. C'est pas M. Knoukark-Gêne, il n'y a pas de souci, mais... Il n'est pas le seul, on va dire. C'est la difficulté de la configuration. Et d'ailleurs, on avait, puisque vous en parlez, évoqué sur le mobilier, effectivement, du conseil municipal, mais c'est presque intouchable cette salle. C'est bien la difficulté là aujourd'hui de s'adapter effectivement aujourd'hui à ces nouveaux modes, mais de trouver le meilleur endroit, peut-être au-dessus de la cheminée, ou peut-être un deuxième écran qui diffuserait de part et d'autre. On va regarder ça en tout cas.
Bien, écoutez, propose de clore ce conseil municipal. Je vous remercie, vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt.